Nous allons commencer la cérémonie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers observateurs électoraux, chers amis de la presse, bonjour. La mission conjointe d'observation électorale de l'Union africaine et de la force d'attente de l'Afrique orientale et de l'OIF vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui sera animée par le chef de mission de l'Union africaine, son Excellence Domitien Ndayi Zeye, ancien président de la République du Burundi, membre du panel des sages de l'Union africaine. Dans un premier temps, nous allons écouter la déclaration préliminaire des missions conjointes. Ensuite, nous allons donner la parole aux journalistes pour poser les questions s'il y a lieu. Et enfin, un cocktail sera offert à la sortie à votre droite. À présent, avec la permission de son Excellence, Monsieur l'ancien président Domitien Ndayi Zeye, nous allons écouter les déclarations. Merci beaucoup. Vous avez occupé toute la place. Nous allons procéder donc, comme annoncé, à la lecture de la déclaration préliminaire de la mission conjointe d'observation électorale de l'Union africaine et de la force en affaires d'Afrique orientale dans le cadre des élections présidentielles et des gouverneurs qui ont eu lieu le 14 janvier 2024 à l'Union des Comores. Suite à l'invitation du gouvernement de l'Union des Comores, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, a dépêché une mission d'observation électorale afin d'y observer le premier tour des élections présidentielles et des gouverneurs du 14 janvier 2024. La mission est conduite par son Excellence Domitien Ndayi Zeye, ancien président de la République du Burundi, membre du panel des sages de l'Union africaine. Elle a été rejointe par la mission de la force en attente de la région Afrique orientale, dirigée par son Excellence Bernard Makuza, ancien Premier ministre et ancien président du Sénat de la République du Rwanda. La mission conjointe est appuyée respectivement par son Excellence Joan Ntunganya Sylvestre, ancien président de la République du Burundi et président du panel des sages de cette force, et de son Excellence Bankole Adeyo, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. La mission comporte un volet de médiation et diplomatie préventive qui lui confère une dimension fondamentale. La mission conjointe est composée de 66 observateurs du court terme, au nombre desquels se trouvent des ambassadeurs africains, représentants permanents auprès de l'Union africaine, des membres du Parlement panafricain, des responsables d'organes de gestion des élections, d'experts électoraux indépendants et de représentants des organisations de la société civile provenant de 26 États membres ci-après, à savoir le Bénin, le Burundi, le Cameroun, le Djibouti, l'Éthiopie, Kenya, Libéria,
Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, la Zambie et Zimbabwe. Elle séjournera aux Comores du 8 au 18 janvier 2024. Durant son déplacement, la mission a rencontré les parties prenantes impliquées dans le processus électoral ainsi que certains partenaires externes afin d'échanger sur les évolutions socio-politiques observées pour mieux évaluer les dynamiques politiques, institutionnelles et sociales qui concourent au raffermissement de l'ancrage démocratique dans le pays. La présente déclaration préliminaire sera donc suivie d'un rapport final de mission, plus exhaustif bien sûr, assorti de recommandations pertinentes afin de mieux organiser les futurs scrutins, mais aussi servir de référence aux autres nations africaines. Concernant l'objectif et la méthodologie de la mission vise à s'assurer de la bonne organisation des scrutins de manière impartiale et objective, afin de promouvoir davantage la démocratie, la paix, la sécurité et l'unité nationale. La mission poursuivra ses interactions avec les différents acteurs jusqu'à son départ de manière constructive, de manière objective et impartiale. La mission a pu observer la fin de la campagne électorale, la période de silence et le jour du scrutin. L'usage des tablettes pour la centralisation de l'observation des scrutins a été un élément innovant pour la mission et marque une certaine avancée dans la pratique de l'Union africaine en matière. Enfin, l'équipe de coordination suivra la phase post-électorale en temps réel afin de recueillir les informations nécessaires à l'élaboration du rapport final de cette émission. En termes d'observation préliminaire, d'abord, le contexte politique des élections. Ces élections se sont déroulées dans un climat en général pacifique, malgré les clivages politiques qui ont débouché sur leur boycott actif, bien sûr, par une frange de l'opposition. Ces élections s'inscrivent dans le prolongement de la réforme constitutionnelle de 2018 qui a fait passer la limitation du mandat unique de 5 à un mandat renouvelable une fois par île dans le cadre de la tournante. Notons que la réforme constitutionnelle de 2018 et les résultats des élections de 2019 ont été contestés par l'opposition. Les dissensions politiques, intra-partis ou coalitions, voire transpartisans, ont été aussi notées par la mission, ce qui a abouti à un reprofilage du champ politique national qui a impacté tant la mouvance présidentielle que l'opposition, divisée entre les pro et les anti-élections. La mission a noté la controverse autour des accréditations des représentants des candidats en lice qui a fini par être traitée grâce à un accord entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante sous fond de réserve exprimée par la mouvance présidentielle. La mission a noté l'existence d'un déficit de confiance entre les acteurs. Toutefois, la mise en place d'un cadre de concertation a permis de trouver des plages de convergence pour permettre d'aller à ces élections malgré les dissensions politiques existantes relatives notamment au recrutement du personnel des bureaux de vote, à la délivrance des accréditations des candidats, à la crise de confiance envers les organes de gestion des élections et entre les protagonistes, à la gestion de la régularité ou non de vote par procuration prévue par la loi électorale, mais qui est source de clivage politique, et au vote de la diaspora qui n'a pas encore fait l'objet d'effectivité juridique du fait de l'absence d'un décret
d'application. Néanmoins, certaines solutions ont été trouvées surtout au sein de la Commission électorale nationale indépendante et du cadre de concertation. Concernant le cadre légal, l'observation électorale de la mission conjointe s'inscrit dans le strict respect des dispositions légales nationales et internationales encadrant nos missions. Au plan national, il s'agit de la Constitution de l'Union des Comores de décembre 2001, révisée par référendum du 30 juillet 2018, principalement en son article 64. La loi organique du 2 mars 2023 fixant les règles relatives aux modalités de l'élection et les conditions d'éligibilité. La loi électorale adoptée le 27 décembre 2022 est promulguée par décret présidentiel du 8 mars 2023. À cela s'ajoute le décret du 4 octobre 2023 portant convocation du corps électoral et fixant les 2 tours des scrutins, respectivement le 14 janvier et le 25 février 2024. Au plan international, la mission se fonde entre autres sur l'acte constitutionnel de l'Organisation de l'Union africaine et l'Union africaine, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte des Nations unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Déclaration des principes pour l'observation internationale des élections, à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, à la Déclaration de l'Organisation de l'Union africaine et l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, la vision 2023 ainsi que l'aspiration 3 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Concernant le système électoral, tout citoyen des Comores âgé d'au moins 35 ans, jouissant de ses droits civils et politiques, a le droit de briguer la magistrature suprême au suffrage uninominal majoritaire à 2 tours. L'article 8 de la loi portant l'élection du président de l'Union des Comores, adopté en décembre dernier, dispose que les candidats à l'élection présidentielle doivent être parrainés au niveau national par au moins 0,8% d'électeurs répartis proportionnellement au nombre des inscrits par île. Nonobstant l'existence de ces dispositions normatives, la mission a noté son ineffectivité du fait d'un consensus politique auquel sont parvenus les parties prenantes et qui a suspendu son application lors de cette présidentielle. Concernant l'administration électorale, les principaux organes de gestion des élections impliqués dans l'administration du processus électoral sont la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil national de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, la Cour suprême, le ministère de l'Intérieur en charge des élections et dans une certaine mesure le ministère des Affaires étrangères. La Commission électorale nationale indépendante CENI, conformément aux dispositions de la loi numéro 14004 et AU du 12 avril 2014, portant code électoral en vigueur, est composé de 13 membres désignés pour un mandat de 12 mois renouvelable, bien que pouvant être prolongé par la Cour suprême de 3 mois. Elle est primordialement chargée, entre autres, de l'opérationnalisation technique du vote, de la gestion du fichier électoral, de l'organisation matérielle des scrutins, de l'accréditation des assesseurs et des observateurs nationaux et internationaux. Elle publie les résultats provisoires des scrutins. Elle est dotée également de 3 commissions électorales insulaires indépendantes, dont une par île, et 2 commissions électorales communales indépendantes pour les 54 circonscriptions communales. La diffusion de l'information sur le processus électoral relève principalement de la compétence de la CENI. Le CNPA gère la question de l'information et de la communication électorale durant les diverses phases du processus, notamment
la répartition du temps d'antenne entre candidats en lice, la moralisation du champ politique et la gestion des médias durant cette période. La Cour suprême est le juge par excellence des élections. Cependant, le limogeage de l'ancienne présidente de cette institution a été présenté par l'opposition comme étant un facteur de déficit de confiance, car violant, selon elle, l'article 169 du Code électoral. A contrario, le camp de la majorité a refuté cette assertion. Malgré les critiques relatives, la mission a pris note que les organes de gestion des élections habilités ont validé les candidatures du fait exclusivement de leur nationalité comorienne. La Cour suprême a réitéré à maintes reprises sa neutralité objective, méthodologique et systématique face aux parties prenantes sans exclusive, conformément à son mandat. Le ministère de l'Intérieur est responsable de la confection du fichier électoral. Sa direction générale, sa direction générale des élections et son Centre national de traitement des données électorales constituent ces deux instances phares qui jouent un rôle important en amont dans la gestion des processus électoraux. La mission a noté que le ministère des Affaires étrangères, à travers ses ambassades et consulats, n'a pas pu jouer de rôle durant ces scrutins du fait de la non-participation de la diaspora. Malgré tout, des arrangements parfois ont pu se faire sous fond de clivage entre parties prenantes et la CENI, ce qui a permis de transcender les contradictions et conférer une certaine inclusivité au processus électoral. Enfin, la mission a noté que tous les organes de gestion des élections ont eu à organiser des séances de renforcement des capacités de leurs membres afin d'optimiser davantage leurs compétences dans la gestion du processus électoral. Concernant la délimitation des circonscriptions électorales, la mission a noté qu'une redéfinition des circonscriptions électorales a été initiée, limitant le plafond du nombre d'électeurs par bureau de vote à 500. Chaque bureau est dirigé par un président accompagné de 2 assesseurs et autant de secrétaires d'une part, auxquels s'ajoutent les représentants des candidats en lice présents d'autre part. Concernant l'enregistrement des électeurs, une refonte complète des listes électorales a été effectuée de juin à juillet 2023, ce qui a permis d'augmenter de 31 000 le nombre d'inscrits sur le fichier électoral national par rapport à la liste actualisation de 2018, et ce, conformément au décret du 8 mars 2023. Les objectifs fixés à cet effet ont été atteints à hauteur de 70%. Concernant l'enregistrement des partis politiques et désignation des candidats, la mission a noté qu'il y avait 6 candidats au premier tour de la présidentielle que sont Mwini Baraka Saïd Swalihi, Abdou Soefo, Salim Issa Abdallah, Azali Assoumani, Daoudou Abdallah Mohamed, Burhan Hamid. Pour les élections des gouverneurs, il y avait 10 candidats à Moréli, 8 à Grande Comore et autant à Anjou. Parmi les candidats en liste dans ces 2 scrutins, il n'y avait qu'une seule femme candidate, présentée par la majorité présidentielle à Mouali, Madame Chamila Ben Mohamed. Selon la CENI, l'officiel électoral national comptait 338 940 inscrits repartis comme suit: 25 275 à Mouali, 132 565 à Anjou et 181 100 à Ngazija. La mission a noté l'absence de données désagrégées sur la représentativité des femmes et des hommes, mais aussi des jeunes, personnes âgées et de celles vivant avec un handicap dans le fichier électoral national. Concernant le financement, la mission a noté que
les élections ont été financées à titre principal sur le fonds public de l'Union des Comores avec une contribution des partenaires techniques et financiers. Concernant la campagne électorale s'est déroulée du 17 décembre 2023 au 12 janvier 2024, conformément à la loi. Elle s'est faite via des meetings, du porte-à-porte, des spots et émissions à langue officielle et nationale, des affiches, stratégies de mobilisation partisane par les médias classiques, radio, télévision, presse écrite, et de nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, surtout l'usage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., et les sites web des acteurs impliqués. La mission a noté que, s'il est vrai que ces supports médiatiques et NTIC ont pu concourir à la diffusion d'informations et de communications visant à stimuler la participation électorale et à promouvoir les programmes et l'offre des candidats en compétition, cependant, elle a relevé des tentatives de désinformation et de désinformation sur la toile qui mérite un certain recul pour mieux appréhender la complexité des acteurs, les défis, enjeux et perspectives. La triangulation en temps réel des informations reçues par nos équipes disséminées dans les 3 îles a été un atout pour la réussite de la mission, ce qui lui a permis d'avoir des éléments probants en temps réel, souvent même en contradiction avec les données reçues via les réseaux sociaux. Concernant la sécurisation préélectorale, la mission n'a observé aucun incident majeur. La mobilisation des forces de sécurité et de défense nationale qui ont joué un rôle majeur dans cette phase du processus électoral a permis également une organisation pacifique des scrutins. La situation sécuritaire a été globalement satisfaisante. Concernant les rencontres de la mission a rencontré entre autres les acteurs internes et externes suivants: les candidats, les partis et coalitions de la majorité et de l'opposition en lice, les organes de gestion des élections, à savoir la CENI, la Cour suprême, les conseils nationaux de la presse et de l'audiovisuel, CNPA, les ministères de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Nous les avons rencontrés tous. Il y a le ministère de la Défense, il y a les organisations de la société civile impliquées, il y a le corps diplomatique africain accrédité à l'Union des Comores, il y a la délégation de l'Union européenne et sa mission d'experts électoraux, il y a les missions d'observation électorale de l'Organisation internationale de la francophonie, la Ligue des États arabes, l'Organisation de la coopération islamique et le système des Nations unies. Quelles sont nos observations du jour du vote? Les constats suivants ont été faits par les 25 équipes d'observateurs déployées par la mission conjointe le jour des scrutins, qui ont couvert 371 bureaux de vote, dont 250 en Ngazidja, 45 à Mwali et 76 à Zouane. Ces bureaux étaient situés à 62% en milieu urbain et 38% en zone rurale. Concernant l'ouverture des bureaux de vote, dans 32% des bureaux de vote visités, le scrutin a démarré à l'heure légale. Dans 68% restants, il a eu un retard allant de quelques minutes à plus de 2 heures, notamment à cause de l'arrivée tardive du matériel électoral dans 59% des bureaux de vote visités, contre 21% du fait de sa mise en place dans un climat pluvieux. Les procédures d'ouverture ont été respectées conformément à la loi électorale par les membres des bureaux de vote observés en présence des observateurs et des mandataires des candidats. Dans 41% des cas, il n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite
à cause des escaliers et l'absence de rampes d'accès aménagées à cet effet. Concernant le matériel électoral était disponible en quantité suffisante dans 86% des bureaux de vote visités, à l'exception de quelques bureaux, notamment à Moadi. Il manquait par endroit de la colle, des blocs-notes et du papier blanc. Concernant le personnel électoral, il y avait en moyenne entre 4 et 5 membres des bureaux de vote dans la majorité de ceux qui ont été visités. Cependant, par endroit, il n'y avait que 3, mais dont en moyenne au moins une femme dans la quasi-totalité des bureaux de vote observés. Dans 72% des cas, le personnel électoral a fait preuve de professionnalisme malgré quelques hésitations ou limites dans la conduite des opérations d'ouverture et de clôture des scrutins. Concernant la participation électorale, la mission a noté une certaine fluctuation du niveau d'affluence des électeurs par endroit, avec une variabilité selon les bureaux de vote, mais aussi selon qu'on est en zone rurale ou urbaine. Cela en tient aussi compte des aléas de la météo. Concernant la participation des femmes, en ce qui concerne la participation des femmes, la mission a constaté une mobilisation notable, aussi bien en tant que membre des bureaux de vote que des représentants des candidats. Comme membre des bureaux de vote, elle représentait 46%. Il y avait 30% d'observatrices nationales et 37% de délégués des candidats en liste suivant les bureaux de vote visités par la mission. Concernant le déroulement des scrutins, les scrutins se sont déroulés dans une atmosphère calme et paisible dans l'ensemble. L'identité des électrices et électeurs était systématiquement vérifiée au regard de la liste du bureau et la présentation de la carte d'électeur ou de la carte nationale d'identité requise. Néanmoins, quelques manquements ont émaillé la conduite des opérations de vote. La disponibilité tardive des matériels de vote a été rattrapée à la clôture proportionnellement et conformément à la loi électorale. Aucune activité, ni de matériel de propagande électorale n'ont été constatées à proximité ou dans les centres de vote visités, bien que des affiches électorales subsistaient par endroits dans les localités couvertes. Aucune activité ni de matériel de propagande. Non, ça j'ai déjà dit. L'affichage des listes électorales a présenté des bureaux de vote. À l'entrée des bureaux de vote a été systématique, ainsi que le contrôle des droits des électeurs avant de voter, puis de leur imbiber le droit avec l'encre indélébile après avoir voté. Une assistance a été apportée aux personnes la sollicitant avec quelqu'un de leur choix ou un membre du bureau de vote, voire un observateur citoyen ou encore un mandataire de candidats ou partis. Concernant la représentation des partis et candidats dans les bureaux de vote, les candidats, partis ou coalitions à liste étaient bien représentés dans la plupart du temps. Concernant l'observation nationale et internationale des scrutins, la mission a constaté le jour du vote divers observateurs nationaux et internationaux. Ils ont pu remplir leur mandat sans entrave. Concernant la sécurité, la sécurisation effective des sites et des opérations de vote a été assurée par les forces de sécurité et de défense nationale tout au long du jour de vote de manière professionnelle et généralement discrète. Elles ont parfois assisté à aider à mieux orienter certains votants pour retrouver leur bureau de vote. Concernant la clôture et le dépouillement, les procédures de clôture et de dépouillement ont été conduites conformément aux prescriptions légales dans les bureaux témoins visités par la mission. Le personnel électoral a compensé le retard accusé
à l'ouverture des opérations de vote. Une copie du procès verbal a été remise aux mandataires des candidats et les résultats ont été affichés dans 93% des bureaux témoins observés. En conclusion, la mission conjointe de l'Union africaine et des forces en attente de la région d'Afrique orientale présente ses sincères compliments au peuple comorien pour avoir fait preuve d'une réelle maturité politique en votant dans la paix, sans incident majeur tout au long du processus électoral. La mission salue les diligences prises par le gouvernement, par les partis, par les candidats et coalitions en lice et les acteurs ad hoc du système électoral, ainsi que les organisations de la société civile qui ont été impliquées dans la tenue des scrutins. La mission salue l'excellente coopération qui a prévalu entre elle et les autres missions électorales internationales et les partenaires techniques et financiers qui ont interagi positivement avec elle, tout en notant la bonne maîtrise des procédures de vote par une grande majorité des membres des bureaux de vote visités. La mission note cependant la nécessité de formuler des recommandations suivantes au gouvernement: engager des réformes consolidantes et créer des conditions optimales du dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation afin de trouver des plages de convergence susceptibles d'améliorer le système électoral et politique. Relancer le cadre de concertation et veiller à l'effectivité des mesures à prendre pour transcender les clivages politiques existants et les dissensions autour notamment de l'organisation des scrutins, des questions de procuration et des accréditations. De renforcer davantage la parité et la représentation des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans le système politique. De procéder à une réforme qualitative de la Constitution et du Code électoral pour clarifier une bonne fois pour toutes les questions litigieuses afin d'assurer d'avoir à l'avenir un cadre légal plus consensuel. Doter les organes de gestion des élections de moyens adéquats de fonctionnement. Aux organes de gestion des élections, renforcer le dialogue et la confiance entre toutes les parties prenantes du processus électoral. Accroître leurs moyens pour leur permettre de mieux assumer leur mandat. Promouvoir plus de parité et de représentation des jeunes dans leurs instances. Assurer sans cesse aux acteurs en lice et à l'opinion publique nationale et internationale des informations appropriées à temps pour mieux sensibiliser sur les voies de recours durant les diverses étapes du processus électoral et de déployer le matériel électoral à temps dans les bureaux de vote et enfin de délivrer à temps des accréditations aux missions d'observation citoyenne. Aux candidats, partis et coalitions politiques, prioriser la stabilisation de l'État, la consolidation de la démocratie pluraliste et l'unité nationale qui sont les gages de tout développement durable. Pérenniser le dialogue dans le cadre de concertation pour régler les questions litigieuses et transcender les clivages actuels et futurs. Promouvoir encore plus la parité et la représentation des jeunes et des femmes, plus comme candidats qu'électrices ou électeurs. Recourir aux voies légales en cas d'éventuelle contestation et minimiser les sources de crise politique, surtout lors des processus électoraux. Et enfin, réaliser l'effectivité du vote de la diaspora lors des prochaines élections. Relativement à la société civile, poursuivre ces initiatives salvatrices en matière d'éducation civique, électorale et d'observation nationale des élections. S'inscrire dans le renforcement des acquis
du cadre de concertation pour redynamiser sans cesse l'état de droit et la démocratie pluraliste. Prendre part davantage aux efforts visant des réformes consolidantes du système électoral et socio-politique pour éradiquer les facteurs limitants. À la mission conjointe terroriste de la communauté internationale, nous recommandons d'amplifier les efforts déployés en matière d'observation internationale des processus électoraux, d'assistance technique, d'appui financier et diplomatique afin de permettre des scrutins futurs moins clivants. Renforcer les initiatives de médiation et de diplomatie préventive pour aider à transcender le déficit de confiance et les logiques de défiance entre les parties prenantes du processus électoral. Soutenir encore plus la société civile pour jouer un rôle plus décisif et constructif en matière électorale. Enfin, accompagner les efforts nationaux pour des élections réussies, source de légitimation démocratique. Voilà le rapport préliminaire tel que vu par l'Union africaine et le East African Standby Force fait à Moroni le 16 janvier 2024 pour la commission conjointe, le ministère d'Aïe, chef de la mission de l'Union africaine et son excellence Ben Makaouza, chef de la mission de l'ISF. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Excellence, pour votre présentation. À présent, nous allons écouter la déclaration de l'Organisation internationale de la francophonie, présentée par son Excellence l'ambassadeur Laurent Kavakouré, ancien ministre des Affaires étrangères du Burundi. Merci beaucoup. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup. Déclaration préliminaire de la mission électorale de la francophonie à l'occasion de l'élection du président de l'Union et des gouverneurs des îles du 14 janvier 2024 aux Comores. À l'invitation du gouvernement de l'Union des Comores, la secrétaire générale de la francophonie a dépêché une mission électorale de la francophonie à l'occasion de l'élection du président de l'Union et des gouverneurs des îles du 14 janvier 2024 dans cet État membre. Conduite par M. Laurent Kavakouré, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi, cette mission est composée d'un représentant de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et d'experts de haut niveau provenant de pays francophones. Présent à Moroni depuis le 8 janvier 2024, la mission électorale de la francophonie s'est entretenue avec les parties prenantes au processus électoral, notamment le ministre de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante, la section constitutionnelle et électorale de la Cour suprême, des candidats et des organismes de la société civile. Elle a également échangé avec les chefs de mission électorale de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, ainsi qu'avec des partenaires internationaux, notamment l'ambassadeur de France, le coordonnateur résident du système des Nations Unies et le chef du bureau de l'Union européenne. Pour rappel,
à la demande des autorités et institutions concernées, l'Organisation internationale de la francophonie a accompagné le processus électoral en cours en apportant un appui financier, d'une part, à la sensibilisation ainsi qu'à la promotion de la participation des femmes et des jeunes à la vie politique, et d'autre part, à la formation et au déploiement des observateurs électoraux nationaux. Par ailleurs, l'OIF a contribué au renforcement des capacités des responsables et des médias en vue de la couverture professionnelle des activités politiques et de la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Conformément à son mandat, la mission électorale de la francophonie s'est attachée à évaluer les conditions de préparation et de tenue de l'élection du président de l'Union et des gouverneurs des îles aux Comores en application des dispositions de la déclaration de Bamako et notamment son chapitre 4b consacré à la tenue des élections libres, fiables et transparentes. En ce qui concerne le double scrutin du 14 janvier 2024, la mission a été sur le terrain et a suivi le déroulement du vote et du dépouillement dans quelques bureaux de vote à Moroni et ses environs. Les membres de la délégation se sont répartis en 3 équipes et ont couvert une dizaine de préfectures, dont Ngazidja. En échantillon indicatif, une soixantaine de bureaux de vote a été ainsi visité. Pour conforter son appréciation et ses observations, la mission électorale de la francophonie s'appuie également sur l'observation nationale des élections réalisée par son partenaire Salam Respire, qui, avec l'appui francophone, a déployé plus de 100 observateurs sur les 3 îles, à savoir Ngazidja, Nzouani et Mwali. Ainsi, sur la base de ces observations, analyses et entretiens avec les organes et acteurs du processus électoral, la mission électorale de la francophonie a établi les constats suivants. La campagne électorale s'est déroulée dans les 3 îles dans le calme. Le matériel électoral n'a pas été livré à temps dans les bureaux de vote visités, entraînant les ouvertures tardives dépassant dans un cas 3h30 de retard. Le vote s'est déroulé globalement dans le calme. Aucun incident n'a été relevé par les membres de la mission et les électeurs ont exercé leurs droits en toute liberté. Les femmes et les jeunes étaient bien représentés dans les bureaux de vote comme agents et parmi les électeurs. La mobilisation des électeurs était contrastée. Elle était forte dans certaines localités et faible dans d'autres bureaux. Les membres du bureau de vote ne maîtrisaient pas complètement les procédures de vote. Les mandataires de candidats ne semblaient pas non plus avoir été formés et sensibilisés à jouer correctement leur rôle. Les forces de l'ordre étaient présentes dans tous les centres de vote. Certains intervenaient dans le déroulement et le déploiement du vote. Certains électeurs, munis de leur carte, n'ont pas pu voter car leur nom ne figurait pas sur les listes électorales affichées systématiquement devant
tous les bureaux de vote. Les observateurs nationaux ont obtenu leur accréditation tardivement, le samedi 13 et le dimanche 14 janvier pour les derniers, ce qui a entravé leur mission. Ils étaient peu visibles sur le terrain. Des délégués de la Cour suprême étaient déployés dans certains bureaux de vote. Les opérations de dépouillement ont été différemment effectuées d'un bureau à l'autre, soulignant ainsi l'insuffisance de la formation des membres des bureaux de vote. Cette opération a été rendue difficile dans certains centres par l'absence d'un éclairage approprié. En amont du scrutin, des candidats ont informé la mission électorale de la francophonie du retard accusé dans la mise en œuvre du chronogramme et des étapes préparatoires aux élections, notamment en ce qui concerne le déploiement du matériel électoral, la distribution des cartes d'électeurs, la confection et la délivrance des accréditations des mandataires de candidats. La mission électorale de la francophonie estime que l'élection du président de l'Union des Comores et des gouverneurs des îles du 14 janvier s'est globalement déroulée de manière libre et transparente. Au regard de ceux qui précèdent, et tenant compte de la nécessité de renforcer la paix et la démocratie aux Comores, la mission électorale de la francophonie formule les recommandations suivantes. Nommer et installer les membres de la CENI largement en amont des élections afin de leur donner les moyens et le temps nécessaires à la mise en œuvre de leur mission. Actualiser le fichier électoral en veillant à y faire figurer tous les électeurs dûment inscrits et délivrer les cartes d'électeurs dans les délais convenables. Mettre en œuvre les dispositions légales relatives au financement des activités de la campagne électorale des candidats. Renforcer la formation des membres du bureau de vote. Déployer le matériel électoral dans les délais requis afin de réduire le retard d'ouverture des bureaux de vote. Renforcer la visibilité et l'accès aux bureaux de vote. Faciliter l'accréditation des observateurs nationaux et délivrer les accréditations des mandataires conformément aux dispositions du code électoral. Favoriser et renforcer la participation des femmes dans la vie politique. Appeler la CENI à centraliser et publier les résultats conformément aux dispositions et procédures relatives. Encourager tous les candidats à recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats électoraux ou des opérations de vote. Harmoniser le cadre juridique régissant les élections aux Comores. Promouvoir la reprise du dialogue entre tous les intervenants de la sphère publique pour consolider les bases d'une vie politique apaisée et rétablir un climat social harmonieux et serein. Un rapport final sera élaboré à l'issue du processus électoral. Il formulera des recommandations plus détaillées qui viseront à renforcer le cadre juridique et le dispositif institutionnel des élections aux Comores et à contribuer à la consolidation de la démocratie dans cet État membre de la francophonie. La mission électorale de la francophonie rappelle la disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie
a accompagné les institutions et les acteurs politiques comoriens dans la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées. La mission électorale de la francophonie saisit cette occasion pour remercier les autorités de l'Union des Comores, les différents acteurs du processus électoral et d'une manière générale la population comorienne pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que les facilités accordées à tous ses membres durant leur séjour à Moroni. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Comme annoncé au début de la cérémonie, nous sommes au moment des questions s'il y a lieu. Donc, nous allons prendre 5 questions, on va répondre, et puis on va continuer. Donc, nous allons prendre 5 séries de questions. Oui. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Louis Chevaudin du journal Le Monde. J'avais une question à propos des accréditations. Vous parliez de retard d'accréditation jusqu'au samedi soir et dimanche matin. Il y a aussi plus de 130 observateurs de la société civile qui n'ont pas été accrédités. Est-ce que vous avez des explications là-dessus? Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous? Ma conférence de presse à l'Union africaine, je parais Cartinis. Bonjour. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. David Bachet de RFI. L'opposition a dénoncé des bourrages d'urnes notamment et déplore que des militaires auraient enlevé des urnes à partir de la mi-journée pour les emmener dans des casernes de gendarmerie. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et les observateurs ne peuvent pas être déployés partout sur le territoire toute la journée électorale. Est-ce que depuis la journée du scrutin, si vous n'avez pas constaté cela d'après les déclarations que vous venez de faire, est-ce que vous avez eu à échanger avec l'opposition et surtout à chercher à recouper ou à vérifier ces accusations? Est-ce que vous êtes en mesure de dire si vous les jugez fondées ou non fondées? Merci. Bonjour. Merci beaucoup, chers observateurs de l'Union africaine, ainsi que les autres membres. Je n'ai que 2 questions à poser concernant les 2 déclarations qui ont été faites ici. La première question, j'aimerais bien savoir, est-ce que selon vous, d'après vous, les élections aux Comores se sont bien déroulées ou pas? La deuxième question est celle-ci. Selon vous aussi, les élections comoriennes renforce-t-elle le positionnement des Comores comme pays démocratique ou non? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Mehdi Saïd, Télévision Nationale. Parmi les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux que le confrère de RFI a un des observateurs m'a confié le jour du 14 le soir qu'il a lui-même observé des bourrages d'urnes à Mkazi, c'est au-dessus de Moroni. Et il a même cité le bureau de vote, si vous voulez, je vous en donner. Il n'exclut pas les autres bureaux, mais il a pris des gens en flagrant délit, les bourrages d'urnes. Pourquoi n'ont-ils pas mentionné dans votre file? J'avais oublié de mentionner la télévision que je présente.
Sinon, on ne peut pas vous enregistrer, ni tous les confrères qui sont là pour vous écouter, messieurs. Sinon, on ne peut pas vous enregistrer pour cette conférence de presse. Je vous remercie vraiment beaucoup par avance et je m'excuse de cette demande. Sinon, on ne vous entend pas. Je vous présente mes excuses. C'est pour mettre en valeur vos réponses. On va mettre un peu pour ici, je tombe malade. Pardon et merci. Pardon, c'est moi qui souffre de toi. Bon. Je vais tenter de répondre à vos questions et mes collègues vont me compléter à coup sûr parce que je ne peux pas détenir moi les camps de vérité. Maintenant, les questions relatives aux accréditations. La question des accréditations, nous en avons discuté juste avant le jour du vote, parce qu'il y avait des plaintes, mais il vous souviendra que les partis politiques se sont rencontrés, ont rencontré le président de la CENI, ils en ont discuté. Et ils ont eu un modus vivendi. Et c'est cela qui a été appliqué au niveau de tous les bureaux de vote. Moi, je ne connais pas plus. Je ne connais pas plus. Maintenant, s'il y a eu une autre personne dont cette requête n'a pas été respectée, je vois qu'il faut se rendre à l'évidence que tout n'est pas à 100% rose et lors des élections. Ce qu'il faut, il faut que chaque parti politique ait une ligne de communication avec ceux qui les représentent au niveau central. Alors, quand on connaît, quand on est saisi d'une certaine situation, on informe directement le président de la CENI, on informe le ministre de l'Intérieur, et puis, la plupart des fois, plusieurs problèmes sont résolus. Moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens se mettent dans un contexte de protestation uniquement, plutôt que dans un contexte de solution. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est la seule réponse que je pourrais donner à la question de M. Le Monde. Maintenant, RFI. Je me permets, la question des accréditations n'était pas des partis d'opposition, mais de la société civile. Plus de 130 personnes n'ont pas reçu leur accréditation. Moi je pense que si vous attendez le dernier jour pour réclamer les accréditations de la société civile, c'est déjà trop tard. Parce que vous devez avoir les accréditations avant. On ne les donne pas le même jour. Donc si vous devriez me poser la question, il aurait fallu me la poser samedi. Pas maintenant. Ni le même jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je peux me permettre, les organisations de la société civile avaient demandé des semaines en avance. Oui, d'accord, mais samedi, vous ne l'avez pas encore. Et vous me posez la question maintenant. Si vous me l'aviez dit samedi, le jour où j'ai été rencontrer le président de la CENI, peut-être que j'aurais donné une réponse. Si vous m'aviez posé la question, avant que je me rencontre le ministre de l'Intérieur, peut-être qu'on aurait trouvé une réponse. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde maintenant? Trop tard. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du courage et des vidéos que vous avez vues, moi je ne vais pas me faire l'avocat ni du diable ni de Dieu. Mais vous êtes des journalistes et vous servez ce qu'on fait, des analyses, des vidéos. Quand vous regardez la télévision, les films, etc., ils nous indiquent des photos qui ont été manipulées. Alors moi je n'ai pas les capacités de pouvoir découvrir ces petits jeux-là. Je n'en ai pas. Alors je me retiens, parce que je n'ai pas les moyens. Numéro 2, nous avons eu quelques informations dans ce sens. Quelque part en juin. Sur les militaires. C'est militaires. Avec des gens qui sont morts, etc. Nous avons envoyé notre équipe là-bas. Le rapport de notre équipe
n'était pas conforme. Notre équipe qui était là. Donc, c'est pas vrai. Ce que vous dites, moi je ne suis pas juge, mais je te dis que notre information ne corroborait pas avec ce que les gens ont dit. C'est tout. Donc maintenant, place aux enquêtes. N'est-ce pas? Merci. Maintenant, tu dis, les élections se sont bien déroulées, oui ou non. Mais j'ai déjà répondu à cette question dans ma déclaration. Nous avons dit que les élections se sont déroulées globalement bien. Et ça, je le répète, si vous ne l'avez pas bien entendu, ça s'est déroulé dans la paix, la tranquillité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres protestations. Et d'ailleurs, nous en avons profité pour féliciter et l'État, et les acteurs, et les citoyens comoriens. Parce que tout cela, c'est le résultat de leur interaction. C'est une très bonne chose. On a élu, nous n'avons pas enregistré de catastrophe. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation, il y a des grognements. Et nous leur demandons, si vous avez des problèmes, allez tout droit vers les institutions qui sont prévues par la loi. Et là, ils vont trancher. Et moi, je pense que vous tous, les journalistes, vous devez encourager tous les politiciens à abonder dans ce sens-là, plutôt que de faire un bras de fer. Parce que ça n'est d'aucun intérêt entre les compatriotes comoriens. Alors, est-ce que cela corrobore au renforcement de la démocratie? Ça dépend, vous, comment vous vous sentez en tant que Comorien. Est-ce que vous pensez que vous avancez en reculons ou que vous avancez vers l'avant? Mais moi, je vais vous dire une chose en tant que quelqu'un qui a vécu, qui vit dans un pays qui a connu des crises et des crises. On dit en français, même dans notre langue, le principal, ce n'est pas de tomber. Le principal, c'est de ne pas se relever. Ça, c'est le pire des cas. Quand tu as une mésaventure et que tu n'en tires aucune leçon, c'est-à-dire que tu n'es pas malin. Mais si tu es réellement malin et que tu es réellement politicien, à chaque échec, il y a une leçon. Mandela l'a dit à plusieurs reprises. Je ne pense donc pas qu'il faille voir en un processus quelconque de la négativité. Parce que ce qui n'a pas été bon aujourd'hui vous sert de leçon et vous vous préparez mieux pour demain. Quelqu'un peut avoir perdu les élections aujourd'hui, il se met quelque part, il analyse tout ce qu'il a fait et il constate qu'il y a eu des manquements. Il va s'asseoir avec ses amis politiques, ils analysent, ils trouvent qu'ils n'ont pas été de bons stratèges. Et ils commencent, plutôt que de préparer les élections 2 mois, 3 mois avant, ils commencent à les préparer aujourd'hui. Et dans 5 ans, il est 10 fois plus près. Tu crois que tu vas dire que ça ne lui a servi à rien, non? Donc moi, je vous dis, la situation telle qu'elle se présente fait avancer les Comoriens vers l'avant dans le processus démocratique. S'il y a eu des manquements, nous avons fait des recommandations pour qu'ils puissent s'asseoir et les corriger. Ça, c'est une bonne leçon. Il faut qu'ils améliorent cette constitution. Il faut qu'ils améliorent ce code électoral. Parce que ce qui n'a pas marché aujourd'hui leur sert de leçon pour l'avenir. Et c'est ce que nous recommandons à tous les politiciens. Vous avez un cadre de concertation, mais vous avez une chance inouïe. Combien de problèmes ont été résolus à travers ce cadre de concertation? Vous ne croyez pas que c'est quelque chose qu'il faudrait amplifier pour résoudre beaucoup de problèmes? Voilà les aspects positifs de la question que vous me posez. Bon, le monsieur qui a observé les courages, c'est la télévision nationale.
Moi, je pense que chaque acteur avait dans la salle ses représentants. Ceux qui étaient là, leur rôle, c'est d'observer pour lui. Il y a eu des courages. Il n'était pas le seul à pouvoir le voir. Il faut être pratique dans ces histoires. Il ne faut pas rien qu'écouter les gens. Et ils sont accompagnés. Il est le seul à le voir. Et il est le seul à respecter. Imaginez-vous, vous êtes 10 et vous êtes 5 de l'opposition et vous êtes le seul à dire qu'on a bourré. Est-ce que tu crois que moi je vais avaler ça? Donc, il y a un moyen, il y a une façon d'expliquer en fait. Ce n'est pas uniquement avec les photos. Mais il y a aussi un esprit de regroupement. Peut-être parce que vous n'avez pas encore été emprisonné ou que vous n'avez jamais eu à vous défendre. Mais quand tu vas te défendre, on te demande d'avoir 2 témoins. Et celui-là, il faut aussi 2 ou 3 témoins. Et il n'est pas seul. Voilà, c'est les quelques réponses que j'avais à donner. Maintenant, mes amis, c'est vous avez fait quelque chose à ajouter. Merci, Excellence, Monsieur le Président, chef de la mission, chers collègues de la presse. Je pense qu'il a pratiquement répondu, mais mon intervention tout simplement est d'appuyer certains aspects et éventuellement clarifier certains autres. Ce qu'il a répondu, je souscris parfaitement à toutes les questions. Néanmoins, je voulais préciser que une mission d'observation, c'est une mission d'observation, ce n'est pas une mission d'enquête, ou ce n'est pas une mission d'organisation des élections. Il y a des organes qui sont en charge de l'organisation des élections dans chaque pays du monde. Néanmoins, une mission d'observation a des responsabilités. Ce sont des responsabilités qui ont été bien décrites par son Excellence qui vient de s'exprimer. Deuxièmement, j'aimerais bien inviter tout le monde ici de bien lire la déclaration conjointe qui vient d'être lue. Peut-être on va distribuer soit par email ou par copie. J'aimerais bien que ce soit bien lu, ce qui est écrit dedans. Nous avons des appréciations qui sont manifestes. Mais nous avons aussi des points où nous sollicitons une amélioration de ceci ou de cela. Les aspects qui sont isolés, ci et là, ne peuvent en aucun cas prendre le dessus sur ce qui est général. Si nous constatons qu'une élection a été paisible globalement et sans violence, c'est déjà une grande chose. Mais s'il y a des aspects à améliorer au niveau de l'accréditation, de l'acheminement des urnes, s'il y a des aspects à améliorer le jour du vote même, nous avons constaté par exemple qu'il y a eu le bureau de vote qui ont ouvert avec des retards. Heureusement, des retards qui ont été rattrapés parce que la loi le permet. Tout ça, il y a des aspects qui sont contenus dans cette déclaration qui montrent bien ce que nous avons vu et ce que nous ne pouvons pas dire, ce que nous n'avons pas vu. Autre chose, troisièmement, à préciser, c'est que la mission d'observation qui est ici, depuis un certain temps, était à la disposition de tout le monde, tous les acteurs, que ce soit gouvernementaux, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit même la presse, pour poser des questions ou alors pour que, au cas où
il y a une observation qui déroge aux règles ci et là. La mission, comme Son Excellence l'a dit, si elle avait été saisie, elle était tout en droit de pouvoir s'enquérir de la véracité et puis de poser la question même au CENI ou à un autre organe de l'État qui est en charge. Donc ça, c'est pour moi, ça doit être clair. Les élections qui se sont bien déroulées, la question qui était libre, il a bien répondu. Est-ce que ça s'inscrit dans une dynamique démocratique? Bon. Je répondrai par aussi quelques questions. Et là, je vais être très précis et pratique. Combien de coups d'État ont eu lieu dans ce pays? Je pense que vous connaissez bien le nombre. Après une série de coups d'État, quand il y a eu l'initiation de ce processus électoral où il y a eu des élections, bon, il faut dire que la démocratie, c'est un processus. Je dirais du haut de cette enceinte que pour moi, aucun pays du monde ne peut se targuer qu'il a abouti à 100% à ce qui doit se faire dans une élection, ou plutôt dans une démocratie. Deuxièmement, il n'y a pas de prêt-à-porter en démocratie. Je veux bien souligner que une bonne démocratie, la vraie démocratie, c'est celle qui prend en compte, bien sûr, les réalités d'un pays, l'histoire d'un pays, la culture d'un pays, les aspirations du peuple, parce que les aspirations des Comoriens ne sont pas les aspirations des Belges. Les aspirations des Comoriens ou des Tchadiens ou des Ghanéens ne sont pas les aspirations des Américains. La démocratie doit répondre à nos réalités, doit s'adapter à nos réalités et ce que nous voulons faire dans nos pays respectifs, notamment en Afrique. Bien sûr, nous sommes tout à fait conscients, les leaders de ce continent, qu'il y a des principes universels, sur lesquels se fondent ces concepts de démocratie. Nous devons les respecter, bien sûr, mais en marche, avec une adaptation avec ce que nous voulons de nos pays respectifs. Donc, pour moi, je dirais qu'un processus de démocratie doit avoir, il y a du temps, il y a d'abord la volonté politique. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Moi, je pense qu'il y en a. Est-ce qu'on met en place des mécanismes qui puissent permettre à ce développement démocratique? Est-ce qu'on met tout en musique donc les moyens pour accompagner ce processus? Est-ce qu'il y a une volonté d'entraver ces processus de démocratisation dans un pays? Je dis bien que, sincèrement, les leaders africains ne le disent pas seulement pour ici à Comores, mais inclut également, il y a cette volonté, notamment au niveau de l'Union africaine, d'aller de l'avant pour parfaire nos processus de démocratie et en même temps parfaire la tenue donc des élections. Voilà. Je voulais tout simplement ajouter ces concepts à ce qu'il a dit de façon correcte, mais encore une fois en invitant la presse, quiconque le veut, à lire très bien ce que nous avons écrit. Nous apprécions et nous recommandons. C'est-à-dire que si nous recommandons, c'est-à-dire qu'il y a quelque part des choses qui doivent être améliorées, qui n'ont pas été atteintes à 100%. Et il y en a beaucoup. Et c'est ça le processus justement de démocratisation
ou le processus de la mise en place des processus d'élection. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce que vous avez constaté, je ne peux pas le nier, mais vous ne pouvez pas me forcer à le croire aussi, si je ne l'ai pas vu. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Abdel Manacholi, coordonnateur d'un pays du caucus pan-africain des journalistes et aussi administrateur de la chaîne YouTube Constitution Chrétienne. J'ai constaté que le régime a promulgué des résultats provisoires sur les réseaux sociaux. Quelle serait votre appréciation par rapport à cela? Bonjour, je m'appelle Kamal. Moi je voudrais savoir, comme vous avez souligné dans votre rapport préliminaire, que il y avait, comme nous avons constaté, il y avait même des localités lointaines que vous n'avez pas peut-être visitées. Mais est-ce que les événements qui se sont déroulés à Anjoua et à Moélie, où des routes se sont barricadées et des jeunes se sont arrêtés par les militaires, est-ce que pour vous c'était un événement? La mission en 2019, si ma mémoire est bonne, la mission a été aux Comores à superviser les élections du 24 mars 2019, lesquelles il y a eu des bourrages des urnes, cassage des urnes et rupture ou fermeture des bureaux de vote avant l'heure prévue par la loi. Est-ce que cette année, on est en 2024, vous allez mentionner le même rapport qui a été publié en 2019, lequel a mentionné un scrutin paisible, apaisé et valable? Merci. C'est bon? Oui. La réponse. Bon, d'abord, je vais confesser qu'on n'a pas été partout. C'est donc un. Deux, je vais confesser que nos membres qui ont été à gauche à droite nous ont décrit ce qu'ils ont vu. C'est donc à partir de ce qu'ils ont vu que nous nous sommes prononcés. 3. Nos conclusions concernent la situation globale au niveau national. Ce n'est pas un rapport sectoriel de telle ou telle colline. Et cela ne veut pas dire qu'à notre niveau, l'un ou l'autre observateur que nous avons envoyé à gauche à droite n'a pas vu qu'il y a eu un problème ici. Mais est-ce que c'est ça qu'on va retirer par rapport à tout le processus? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut voir le pays, comment il avance.
Je vais donner un exemple. Est-ce que tu as déjà vu un pays qui n'a pas de prison? Tous les pays ont des prisons. Mais tous les pays continuent à avancer. Et les gens continuent à travailler malgré les prisons. Maintenant, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché ici et là. Et il y a des témoins, je répète encore une fois, mon cher frère. Dans un bureau de vote, vous êtes en groupe pour et contre. Donc ce que vous remarquez, vous ne le voyez pas seul. Vous êtes en groupe qui voit. Alors quand vous donnez un rapport, moi je vous dis honnêtement, moi j'étais policier. J'étais policier et j'ai travaillé dans un service de renseignement. Quand vous observez quelque chose et que vous devez être en groupe, le constat ne peut pas appartenir à une personne. Je vous le dis, je ne suis pas en train de faire, disons, de défendre telle ou telle personne. Mais c'est une question de méthodologie. Si nous sommes ici à 10 et que vous êtes le seul à avoir vu, mais tu crois que tu peux aller dire ça à terre et qu'on va te croire? Parce qu'on va te demander qui était avec qui. Voilà. Les choses, comment elles doivent être. Quand on n'est pas fort, il faut être malin. Il faut être malin. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, ne contactez pas seul, soyez groupés et revendiquez en groupe. Parce que ce qui s'est passé est contre-productif pour vous tous. Il ne faut pas courir aller voir Naïsa et Domitien uniquement. Parce que moi, je ne suis pas juge. Et je ne suis pas capable de beaucoup de choses. C'est comme ça que moi, c'est le conseil que moi je donnerai aux gens quand ils sont en train de faire des observations électorales. Il ne faut pas courir directement pour prendre les médias, les radios. Non. Vous rassemblez toutes les données que vous allez donner à la Cour suprême, que vous donnez à votre responsable politique. Si on dit mandataire, mais on met les mandataires pour être des témoins, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Utilisez les moyens que vous avez. Alors, nous, ça dit, nous n'étions pas très nombreux, on était très mobiles. Et puis, vous savez, on a des moyens limités, nous avons que des yeux, la langue et une tête. C'est tout. Quand ça ne va pas, on quitte. Voilà, moi, c'est réellement le conseil que je voudrais vous donner. Et une certaine façon de voir les choses. Parce que quand je vous entends, vous parlez comme quelqu'un qui est vraiment fâché. Vous ne dites pas ceci, vous ne dites pas cela. Mais ce n'est pas notre rôle. Nous sommes venus observer. Puis nous n'allons pas dire que les élections ont été mal organisées parce qu'il y a eu un problème. Tu sais qu'à certains endroits, on arrive même à fermer. Quand les choses ne vont pas, on peut même fermer une commune et dire qu'il n'y a pas eu des élections. Mais ça ne va pas influencer les résultats nationaux. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais il faut donner des arguments. Il faut donner des arguments. Donc, si tu estimes qu'il y a eu beaucoup d'endroits où il y a eu des violations, des bourrages, alors à ce moment, il faut mettre tout ensemble et puis prendre tout et aller à la Cour suprême avec. Merci. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. D'accord? Sur la déclaration de la carte du régime qui a été déclarée sur les réseaux sociaux. Nous l'avons déjà dit dans notre déclaration. L'institution qui publie les résultats, c'est la Commission électorale nationale. Toute autre personne ou institution qui déclare cela, c'est un intre. Moi, en tout cas, c'est ce que je conçois. Je doute même, parce que moi, je n'ai même pas encore vu cette publication. Je vais être franc entre nous. Depuis dimanche, je n'ai que des résultats dans mon téléphone.
des résultats. Et quand tu ajoutes tous les résultats, vous arrivez à 300%. Autant au niveau des gens de l'opposition qu'au niveau... Qu'est-ce que tu veux que je dise? La référence est CLAC. Soyez patient. Merci. On a terminé, j'imagine. Ok, merci. Merci beaucoup. Excellence, vous pouvez compléter. Expliquer, c'est très important. Je ne dirais pas très loin, mais il y a un ami ici qui a parlé des incidents qui sont apparus sur une route en juin, je pense. N'est-ce pas? Et des pénalités et des gouvernances. Il y a aussi ceux d'enfants. Non, c'est votre collègue derrière qui disait que les routes qui étaient barricadées, est-ce que c'était un non-événement ou non-lieu? Je dis bien que même un cas isolé ne peut pas être dit que c'est à apprécier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça a été généralisé ou pas? S'il y a eu un tel incident quelque part, comme le dit, c'est quelque chose à condamner, bien sûr, à ne pas apprécier. Ça, c'est notre position. Mais est-ce que cela entache la validité ou la crédibilité de partout où les élections se sont passées? Si partout il y a eu des saccages ou quoi, bon, là c'est un autre sujet. Mais s'il y a eu un incident ci et là, c'est à déplorer. Et c'est ce que nous disons, qu'il y a des choses à pouvoir améliorer. Voilà. Donc, il faut vraiment être aussi sincère avec ce que l'on dit. Il faut être réaliste et essayer d'approcher les situations pas dans une manière alarmiste, mais plutôt voir la réalité vraiment de ce qui s'est passé et en tirer des leçons éventuelles. Donc, ne pas prendre un cas isolé pour en prendre comme général. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour cette journée. Merci. Avec la permission de son excellence, on a arrivé à la fin de la cérémonie. Je vous remercie. Il y a un cocktail de l'eau. namna hiyo waangalizi watukufu wale la actualité ikao jiunda hunu Golden Tulip mahala nivo kao Union africaine observateur du internationaux wafanya déclaration déclaration kao ikaya direct waionesa na walikai watangazaji makaulu hauzi saizo kao unao masuala ya uzisiwa majawabu ya jibula abo hata mpakana yao narjo nana zilera zijao iliri sane éclaircisse mbabi et déclaration ya Union africaine maraba